Alors, bonjour à tous. Mon nom est Pierre Godbout et j'animerai ce webinaire. Avant de laisser la parole au présentateur du conférencier, voici quelques consignes d'usage. Donc, au bas de votre écran, veuillez fermer votre écran si ce n'est pas déjà fait. Votre caméra, je voudrais dire. Pour activer la boîte de chat, cliquez sur l'icône bulle en bas à droite. La période de questions se fera à la fin de la présentation. Donc, je laisse maintenant la parole à Mathieu Bergeron. Merci Pierre. Oui, je suis Mathieu Bergeron, je suis directeur de la division planification, partenariat et opération au Centre de foresterie des Laurentides. Bienvenue à 6e webinaire de la 36e saison des colloques du Service canadien des forêts du CFF. La conférence d'aujourd'hui, qui porte sur la recherche au service de la gestion des incendies de forêt, est diffusée comme à l'habitude aux intervenants du secteur forestier simultanément dans plusieurs sites à travers le Québec principalement, mais également auprès des autres provinces. C'est avec plaisir que je vous présente le conférencier d'aujourd'hui, M. Jonathan Boucher. Jonathan Boucher est chercheur sur les incendies de forêt au Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des forêts. Ses travaux visent à supporter les activités de gestion des incendies de forêt, le comportement du feu, les combustibles, la productivité des ressources, de suppression, la prévision de la charge de travail. À l'échelle nationale, Jonathan est impliqué dans l'équipe des utilisateurs et scientifiques de la mission Garde-Feu, dans le comité sciences du programme Forest Mapping for Wildfire Resilience et fait partie du groupe de travail sur les dangers d'incendie du Service canadien des forêts, travaillant à l'élaboration de la prochaine génération de la méthode canadienne d'évaluation des dangers d'incendie de forêt. Dans le contexte de cette méthode d'évaluation des dangers d'incendie, il travaille à la définition des attributs structurels des combustibles, à un protocole de mesurage de terrain, puis à la cartographie de ces attributs. Il est également le responsable du projet Firehawk, une plateforme web d'évaluation rapide des risques pour les feux de forêt du Canada. Avant de rejoindre le Service canadien des forêts en 2019, il a travaillé pour la SOBFEU pendant plus de 4 ans comme coordonnateur sciences, analyse et performance et en tant que membre des équipes de gestion des feux majeurs. Il est titulaire d'un doctorat en sciences forestières de l'Université Laval et il est membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Je vous souhaite un bon colloque. Je laisse maintenant la parole à Jonathan. Bonjour tout le monde. Merci Mathieu. Euh, Simplement me signifier, Pierre, s'il y a un souci avec le son ou avec l'image. Je vais rapetisser ce petit panneau-là ici. Puis, bon, voilà. Bon. Bonjour tout le monde. En fait, aujourd'hui, on va faire un survol de différents projets en cours auxquels je participe. Puis, on va voir comment ces projets-là peuvent supporter ou s'intégrer dans la gestion des incendies de forêt. Pour mettre la table, je voulais commencer avec un projet que je mène en collaboration avec Yann Boulanger puis Rezus, qui sont des collègues au CFL. Puis le projet vise à quantifier l'impact des changements climatiques sur la charge de travail des équipes de combat. Il est maintenant assez connu et accepté que les changements climatiques vont avoir des effets sur l'activité des feux de forêt. On prévoit au Québec une augmentation de l'occurrence des feux, puis une augmentation des superficies annuelles brûlées, comme on peut le voir sur la figure à votre droite. On s'attend à peu près à 3-4 fois les superficies brûlées actuelles pour la fin du siècle. Puis, on s'attend aussi à une augmentation de la probabilité de propagation des feux. Ce que ça veut dire, c'est qu'on s'attend à ce que plus souvent dans une saison, il y ait des journées où les conditions d'assèchement de la forêt, puis les conditions météorologiques soient favorables à la propagation des feux. Puis, on s'attend aussi à ce qu'il y ait un nombre de jours plus fréquent où l'intensité des feux, donc l'énergie qui va être dégagée par les feux, dépasse les limites d'intervention pour les équipes de combat, soit les pompiers forestiers ou les avions citernes. Ça veut dire que plus souvent, on va faire face à des situations où les pompiers forestiers ne pourront pas aller sur le terrain combattre les feux parce que les feux seront trop intenses. Mais l'étude vise vraiment à savoir c'est quoi l'impact que ces changements-là pourront avoir sur la charge de travail vraiment des agences de protection. On s'est concentré sur le Québec.
Puis, l'objectif du projet, c'était d'évaluer, comme je disais, la charge de travail sur l'impact des changements climatiques sur la charge de travail, qui, elle, est définie comme étant le nombre d'heures travaillées annuellement par unité spatiale pour les pompiers forestiers et les avions citernes. Dans notre contexte, l'unité spatiale qu'on a utilisée, c'est qu'on a quadrillé le Québec, donc la partie intensive de protection avec une grille de 60 par 60 km. Dans une première étape, ce qu'on fait, c'est modéliser spatialement la charge de travail actuelle, soit les 25 dernières années, là, de 1994 à 2018, en fonction des variables pour lesquelles des changements sont prévus au niveau des changements climatiques. Donc, plus concrètement, c'est la charge de travail qui sera fonction de l'occurrence des feux, des superficies annuelles brûlées, la probabilité de propagation, puis de l'intensité des feux. Dans un deuxième temps, à partir du modèle de référence qu'on aurait établi, c'est de prédire la charge de travail pour la moitié du siècle, soit 2041 à 2070, puis pour la fin du siècle, 2071 à 2100 environ. Donc, essentiellement, c'est qu'on va prévoir la charge de travail du futur en fonction des mêmes variables, mais pour lesquelles ce sera les variables prédites en fonction des changements climatiques selon les différentes périodes qu'on voit. Un petit peu plus concrètement, ce qu'on voit présentement, c'est notre variable réponse, donc la charge de travail des pompiers forestiers qu'on voit répartie dans le Québec selon notre grille de 60 km pour la période historique là, de 1994 à 2018. Puis on met ça en relation avec les différentes variables explicatives. Le nombre de feux ou l'occurrence des feux, superficie brûlée, probabilité de propagation, puis les jours avec des intensités atteignant les limites d'intervention. Puis on a ajouté à ça une autre variable qui est ce qu'on appelle les zones homogènes regroupées, qui représentent essentiellement les régimes de feu au niveau de la province. Donc ça, c'est le modèle pour les pompiers forestiers. On a utilisé une approche linéaire mixte pour établir notre modèle. Puis on a fait la même chose, mais pour les avions citernes. Au niveau des résultats de cette étude-là, pour l'instant, pour le modèle de la charge de travail actuelle, toutes les variables qu'on a mises dans le modèle sont sorties significatives. Puis on a un pouvoir d'explication du modèle qui est quand même intéressant, au-dessus de 50% de la variabilité qui est expliquée là, tant pour la charge de travail des pompiers que celle des avions citernes. Puis la variable la plus importante dans le modèle, c'est vraiment les superficies annuelles brûlées. Maintenant qu'on a ce modèle-là qui est établi, ben on peut tester les prévisions pour la moitié et la fin du siècle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini les variables prédictives à partir de 3 modèles climatiques, soit le modèle canadien, le modèle américain, puis le modèle japonais, selon 2 scénarios climatiques, le RCP 4.5 et 8.5. Puis, ce que je vous présente ici, c'est les résultats, une fois que ces variables-là ont été mises dans notre modèle de charge de travail. Puis ici, ce qui est présenté sur les graphiques, c'est la charge moyenne là, des 3 modèles climatiques. Donc, dans un premier temps, on a la charge de travail prédite pour les pompiers forestiers, pour la période de la milieu du siècle et pour la période de la fin du siècle. Puis en haut, on a le RCP 4.5 et le RCP 8.5. Ici, c'est ce qu'on s'attend avec le RCP 8.5 si les émanations de gaz à effet de serre se poursuivent là, sur la même lancée qu'ils sont actuellement. Puis les couleurs reflètent en fait la quantité de changement qui est prévue par rapport à la période actuelle des 25 dernières années. Donc, ici, là, dans le bleu plus foncé, on est dans des changements pratiquement infimes à 1,15 fois plus élevés. Puis si on va plus dans l'extrême, la couleur brun, ici, on est à 5,6 fois plus élevé. Maintenant, les mêmes résultats pour les avions citernes. Donc, on constate que soit même pour les pompiers forestiers que pour les avions citernes, il va y avoir une augmentation assez significative, surtout pour les portions boréales du territoire. Puis évidemment, c'est plus important vers la fin du siècle, mais tout de même, là, à la moitié du siècle, on s'attend quand même à des augmentations de l'ordre d'environ 2 fois l'activité actuelle là, en termes de charge de travail.
Donc, de manière à résumer ces résultats-là, là, avec l'augmentation des superficies brûlées, on s'attend à une augmentation importante de la charge de travail des équipes de combat, soit en moyenne 3 à 4 fois plus élevée que la charge actuelle, tant pour les pompiers que les avions citernes. Puis ça, évidemment, ça nous laisse penser que c'est impossible là, de pallier à cette demande-là simplement en ajoutant des ressources de suppression dans le système de protection. Il est évident que l'ensemble des grandes activités de la gestion des incendies va être affecté par ces changements-là. On peut penser à la prévention. Il va falloir probablement mettre plus d'emphase au niveau de l'évaluation puis de la réduction des risques. Au niveau de la pré-suppression, on parle de l'embauche de personnel, de la formation, l'établissement des bases pour la protection, mais on pense qu'il va y avoir une adaptation qui devrait être faite à ce niveau-là aussi. Au niveau de la suppression, mais il va devoir trouver des moyens d'augmenter notre efficacité probablement à ce niveau-là. Puis au niveau du rétablissement, s'il y a plus de feu, probablement qu'il y a plus de risques d'échecs de régénération ou évidemment plus de plans spéciaux de récupération qui vont être mis en place dans le futur. Puis ici, j'ai juste souligné là, en vert là, dans cette liste-là les éléments qu'on va retoucher durant la présentation à travers les différents projets qui seront présentés. Au Canada, pour supporter la gestion des feux, on a un outil qui est la méthode canadienne d'évaluation des dangers d'incendie de forêt, la MCEDIF, qui est en place vraiment dans le format qu'elle est depuis 1992. C'est un outil qui est utilisé systématiquement par les agences de protection à travers le pays sur une base journalière pour vraiment suivre l'état d'assèchement des combustibles à travers la sous-méthode qu'on appelle la méthode canadienne de l'indice forêt météo. Ça permet de suivre l'assèchement de la forêt en fonction des paramètres météo, soit la température, les précipitations, l'humidité relative, la vitesse du vent. Puis, on a aussi une deuxième sous-méthode, qui est la méthode canadienne de prévision du comportement d'incendie, qui, elle, vise à intégrer les 3 composantes du comportement de feu, soit la topographie, la météo et le combustible, pour nous informer au niveau du comportement des feux prévus, soit la vitesse de propagation en mètres minutes ou de l'intensité du feu, soit l'énergie qui est dégagée par le feu. J'en profite au passage pour vous informer que cette méthode-là est présentement en révision. Je suis un peu comme Mathieu l'a indiqué là, dans ma présentation plus tôt, je suis membre du groupe de travail sur ce projet-là, qui est la prochaine génération de la méthode. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit plus adapté au contexte de la gestion des incendies d'aujourd'hui pour tenir compte des avancées technologiques des dernières années, là, soit la disponibilité des prévisions météo horaires, la télédétection aussi qui est plus avancée, plus disponible, offrir plus de flexibilité au système, couvrir un éventail de combustibles plus large, puis permettre de tester l'effet de réduction des combustibles à travers différents traitements là, pour voir l'impact de la réduction au niveau du risque. On s'attend à ce que la méthode soit disponible autour de 2025. Puis, on a un document qui a été diffusé là, ou publié plutôt à titre de rapport d'information du Service canadien des forêts cet hiver. Donc, il est disponible au lien qui est là. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas à ce sujet-là pour me contacter directement aussi. Maintenant, j'embarque dans un deuxième projet qu'on a en cours, qui est vraiment un outil qui vise à supporter plus directement les activités de suppression. Firehawk, de son petit nom, qui est un évaluateur rapide des risques pour les feux de forêt du Canada. C'est vraiment un outil qui est développé dans l'esprit de soutenir la prise de décision des agences. Si on se met un petit peu plus en contexte, lorsqu'il y a un feu nouveau qui est détecté dans le système, juste vous mettre, s'il vous plaît, sur mute, j'entends des gens qui parlent. Merci. Puis c'est ça, juste pour vous mettre en contexte, lorsqu'il y a un feu nouveau qui est détecté par une agence responsable, ce qu'elle veut savoir, c'est quelle sera la taille du feu, quel est le comportement potentiel de ce feu-là, pour arriver à répondre à d'autres questions comme combien de ressources par type doivent être envoyées pour l'attaque initiale, puis quelles sont les chances de réussite de l'attaque initiale, puis pour prévoir ensuite les besoins pour les jours suivants. Ils veulent aussi savoir où et quand va brûler le feu, afin de voir quelles sont les valeurs, les infrastructures qui sont menacées, puis évidemment, s'il y a des vies humaines
qui sont menacés. Lorsqu'il y a plusieurs feux nouveaux qui sont détectés, ben, toutes ces questions-là sont répétées. Puis si les ressources de suppression sont limitées, ben, il y a alors une priorisation qui doit être faite là, au niveau de l'attaque sur différents feux. Les outils d'aide à la décision sont nécessaires, évidemment, pour intégrer toute cette information-là, que ce soit la météo, le comportement de feu, l'efficacité de la suppression, les valeurs à risque, etc. Un outil qui existe, ben, c'est la modélisation de la croissance des feux, qui est un moyen de ça intègre justement la MCPCI qu'on a présentée plus haut, donc la méthode de comportement, puis qui le spatialise pour voir l'étendue potentielle des feux. Ça peut être fait évidemment à la main avec des cartes papier, avec des outils comme RedUp ou avec un logiciel qui le fait spatialement à partir d'intrants, puis qui s'appelle Prometheus, qui est le logiciel là, qui est le plus utilisé présentement au Canada pour faire ça. Puis ça prend évidemment, si on est très prêt pour réaliser la simulation, ça peut peut-être prendre 15 minutes, mais généralement, ça prend plus d'une heure là, pour partir une simulation de zéro avec les intrants, etc. Ça nécessite du personnel spécialisé, des spécialistes en comportement de feu, puis c'est une ressource qui se raréfie rapidement quand la charge de travail augmente. Ces gens-là sont souvent déployés sur les incidents directement pour combattre les feux. Mais même si on a une prévision de croissance des feux, il reste d'autres éléments à répondre, comme justement la position des valeurs puis des infrastructures dans le paysage, les besoins en ressources puis leur efficacité. L'objectif du projet avec FireRock, c'est vraiment d'optimiser le processus d'intégration de l'information pour soutenir l'évaluation des risques relatifs au feu. Puis ça, c'est fait en développant un outil qui est spatialement explicite et rapide à travers une plateforme web. C'est des travaux qui sont financés présentement par la Défense nationale. Puis ça devrait être réalisé à travers deux fonctionnalités principales, soit la modélisation de la croissance des feux, puis la simulation du risque aux valeurs et aux infrastructures. Dans la modélisation de croissance des feux, on a deux outils, si on veut. On a la modélisation automatisée. Donc, pour chaque feu nouveau détecté dans le système, notre système va lancer une simulation pour le premier jour du feu. Puis, on a aussi une option qu'on appelle supervisée où les utilisateurs pourront simuler des feux à partir d'un point d'ignition pour les 84 prochaines heures, là, environ les 3 jours et demi qui suivent. Puis au niveau de la simulation du risque, bien, essentiellement, pour l'instant, c'est de faire des calculs de distance entre le périmètre des feux prévus, puis les valeurs à risque, les valeurs à protéger dans le paysage. On est à l'étape d'une preuve de concept, puis fait qu'on est encore en développement, évidemment, dans ce projet-là. Pour rentrer un petit peu plus concrètement là, au niveau de la première fonctionnalité qui est la modélisation de la croissance des feux, mais ce qui est fait à travers la plateforme FireRock, c'est de fournir les intrants au niveau de la topographie, puis des combustibles et des prévisions météo qu'on va récupérer au niveau d'Environnement et Changement climatique Canada pour les 3 prochains jours. Puis ensuite, à travers la plateforme, on définit les paramètres de la simulation, soit est-ce qu'on veut un pas horaire ou un pas journalier, puis il y a différents autres paramètres dans l'outil. Puis ensuite, on soumet évidemment le point d'allumage à partir duquel la simulation sera démarrée. Ça, c'est envoyé à PSAS, qui est un outil vraiment similaire à Prometheus. Puis cet outil-là intègre la méthode canadienne de prévision du comportement d'incendie, comme j'expliquais plus tôt. Puis, par la suite, notre plateforme récupère les polygones de périmètre de feu pour chaque pas de temps à partir de PSAS, puis les affiche sur une carte et les archive. Pour rendre le tout un petit peu plus concret, j'ai une brève démonstration que je vais vous faire de l'état d'avancement de notre plateforme web. On voit ici à l'écran que c'est vraiment l'écran d'accueil. La vidéo qu'on a présentement, c'est la version anglaise de l'outil, mais vous voyez qu'il y a une petite version française là, qui est disponible là, pour les besoins de la démonstration. On l'avait préenregistré avec la version anglaise, malheureusement.
Donc, si on lance le petit vidéo, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est vraiment l'étendue de la situation des feux au Canada dans un premier temps. Là, on est en hiver, on ne peut pas voir ce qu'on verrait habituellement, mais ce qu'on verrait en situation estivale ou de saison de feu, c'est vraiment les périmètres pour chacune des simulations automatisées qui sont générées à partir d'un système qui vérifie constamment là, au niveau de la base de données des feux de la SOPFEU pour l'instant. On s'attend à l'étendre pour le Canada probablement au courant de l'année qui s'en vient. On va voir là, au fil de la simulation qui s'en vient, de la démonstration plutôt, là, un exemple là, de ce qu'on verrait en situation estivale avec un feu qu'on avait simulé cet été. Donc, vous allez voir là, le périmètre de feu qui est un feu de cet été. Je ne me rappelle pas quel feu exactement, mais ça donne une idée de ce qu'on pourra voir là, dans l'outil pour les feux simulés automatiquement. On a aussi, là, comme vous pouvez voir ici à gauche, une variété de couches qui nous informent sur la situation des incendies de forêt au Canada, qui sont obtenus via les bases de données du Service canadien des forêts. On a différents points d'intérêt. Présentement, on a par exemple les points d'intérêt dans la zone nordique de la SOPFEU. On va voir un petit. Bon, voilà. Puis par la suite, on a différentes autres couches qui sont disponibles. On voit ici, par exemple, les zones périurbaines. On voit la couche des combustibles qui est vraiment qu'on voyait, là, qui était toutes les couleurs. Puis ici, on voit présentement la couche de topographie qui est utilisée comme intrant à la simulation. Pour terminer, on vous montre là, une petite démonstration d'un feu qu'on peut simuler directement en cliquant à partir de l'outil. Puis on voit ici au bas que lorsqu'on déplace le curseur, on voit les coordonnées où on se trouve. Fait que c'est facile d'aller identifier où on veut démarrer une simulation selon les coordonnées d'un feu connu, par exemple. Puis lorsque qu'on clique, vous allez voir, lorsque le curseur va cliquer, il y a une simulation qui va être démarrée. C'est une simulation qui a été enregistrée là, en temps réel à partir de l'acquisition de l'information faite automatiquement à travers la plateforme. Ça prend environ 25-30 secondes pour simuler. On le voit présentement, la simulation qui tourne. Puis lorsque ce sera complété, on va voir le contour de feu prédit qui va s'afficher. Voilà. Aussi simple que ça, on voit donc le feu prévu qui s'affiche, puis on voit les cernes représentent là, les pas horaires là, pour cette simulation-là. Maintenant, au niveau de notre deuxième fonctionnalité, c'est essentiellement de calculer les distances à des valeurs ou des infrastructures. On repart ici comme exemple du feu qu'on vient de simuler. Puis prenons l'exemple où on aurait deux tours télécom dans le paysage, deux tours de télécommunication. Donc, on aura un rapport là, qui va être produit qui donnera de l'information au niveau des valeurs à risque dans le paysage. Donc, dans cet exemple-ci, on a la tour télécom A, la tour télécom B. Puis, on indique est-ce que la distance à partir du point d'allumage du feu, soit 0,5, 4 km, est-ce que l'infrastructure a été atteinte durant la simulation? Oui ou non? L'heure de l'atteinte. Ici, on a l'exemple de 11h30. Ici, on a l'exemple que ça n'est pas atteint. Puis la distance du périmètre final, soit évidemment 0 km pour la première, puis 1,5 pour la seconde. Donc, au niveau de l'avancement de ce projet-là, puis des prochaines étapes, les aspects de la programmation, la plupart des développements du côté serveur sont terminés. Puis, il reste des aspects au niveau du côté client qui sont en cours de développement. On prévoit faire aussi un rapport d'information qui va expliquer les fonctionnalités puis l'utilisation de l'outil comme tel. On prévoit le déploiement du système sur un serveur cloud, donc sur Internet, pour avril 2022. Puis ça nous laisse espérer qu'on va pouvoir tester l'outil vraiment cette saison. Les prochaines étapes, c'est d'aller plus loin dans l'intégration de la modélisation de la croissance des feux à d'autres modèles pour mieux répondre aux questions résiduelles dont on a parlé plus tôt, comme combien de ressources par type doivent être envoyées pour l'attaque initiale, quelles sont les chances de réussite de l'attaque initiale, puis quelles sont les valeurs et les infrastructures qui sont menacées.
À travers la suite de la présentation, on va essayer de... C'est des projets qui touchent vraiment à ces points-là ici. Donc, la prochaine étude, c'est l'étude canadienne sur la productivité des équipes terrestres. La productivité des équipes terrestres, ou plutôt des pompiers forestiers, c'est en fait la longueur de bordure qui est travaillée le long d'un contour de feu par unité de temps, qu'on mesure en mètres minutes. Puis l'attaque initiale, c'est une activité évidemment qui est au cœur des activités de suppression puis qui a pour but de contenir le feu, donc de ralentir ou d'arrêter sa progression. Puis pour être efficace, il faut que la productivité des ressources soit plus grande que la vitesse de croissance du périmètre ou encore que le potentiel de combat soit plus élevé que le potentiel d'incendie. La productivité, c'est donc un élément qui est critique dans la planification du besoin en ressources et évidemment dans le succès de l'intervention. On s'y intéresse parce qu'il y a peu ou pas d'études quantitatives sur les facteurs qui influencent la productivité des équipes terrestres qui travaillent avec la motopompe. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites aux États-Unis, par exemple, qui ont étudié les pompiers qui travaillent avec des outils manuels, la pelle, par exemple. Mais avec la motopompe et le boyau, là, puis avec l'eau, ça, c'est quelque chose qui est manquant. C'est pourtant une variable qui doit être considérée à plusieurs niveaux dans la gestion des incendies. Puis particulièrement à l'échelle d'un feu, de connaître la productivité va nous permettre d'augmenter les chances de succès en déployant la bonne quantité de ressources pour un feu donné, de prioriser les interventions selon les chances de succès, puis de mieux prévoir les ressources à court et moyen terme. L'objectif du projet, c'est donc de développer un modèle de prévision de la productivité des équipes terrestres, encore une fois, lors de l'arrosage avec la motopompe, en fonction d'un maximum de facteurs connus pour affecter la productivité dans d'autres contextes. On le fait pour 3 tâches. On s'intéresse à l'installation entre la motopompe et le feu. Ça, c'est le moment où l'équipe de pompiers forestiers travaille à apporter du boyau jusqu'au contour de feu à partir de la source d'eau. Donc, c'est le temps que ça prend pour que l'eau se rende sur le feu. Ensuite, on s'attarde plutôt à l'attaque initiale qui vise à contenir le feu, donc stopper sa progression. Puis, la phase de maîtrise qui vise à éteindre toute combustion en bordure du feu. Puis, cette phase-là, on travaille évidemment encore en bordure du feu, mais de manière plus large sur la bordure du feu. Puis, on est plus minutieux là, pour éteindre les différents foyers d'incendie. Donc, on s'attend à ce que ce soit une tâche qui soit plus longue et moins productive que l'attaque initiale, par exemple. C'est un projet qui est mené en parallèle dans 2 provinces, au Québec puis en Ontario. Donc, ce qui est reconnu dans la littérature pour affecter la productivité, c'est vraiment des facteurs au niveau de l'environnement forestier, de l'environnement du feu, puis de l'environnement humain. On peut penser pour l'environnement forestier à la topographie, au combustible ou au peuplement, qui sont des notions qui au niveau de la difficulté d'avancement ou de progression en forêt. Au niveau de l'environnement du feu, on pense à la superficie du feu comme telle, la météo, comportement de feu, aux différentes phases de combat, comme je viens de l'expliquer auparavant. Puis au niveau de l'environnement humain, on pense au nombre de personnes dans l'équipe, à l'expérience, à la formation, à leur forme physique et à leur état de fatigue si ça fait plusieurs journées qu'ils sont déployés sur un incident. La méthodologie qu'on utilise dans cette étude-là, c'est pour mesurer la productivité des équipes. En fait, c'est de l'information qui nous provient directement du terrain puis qui nous est transmise directement par les pompiers forestiers à travers un formulaire terrain assez minimaliste qui leur permet de nous inscrire le temps travaillé pour chacune des 3 tâches qu'on a décrites plus tôt. Puis, il nous rapporte la longueur de bordure travaillée qui est mesurée en nombre de tuyaux ou de boyaux qui ont été utilisés le long de la bordure. Donc, pour un boyau, on estime environ 100 pieds. Ça nous permet de calculer évidemment des longueurs. Il y a d'autres informations là, qui peuvent être pertinentes, là, qui sont inscrites aussi sur le formulaire. On a des formulaires un peu différents pour chacune des provinces parce que les autres variables qu'on va extraire, nos variables explicatives, vont être extraites des bases de données des agences puis de leur système SIG. Mais on sait que les agences ont des systèmes différents. Donc, il y a certaines informations sur les formulaires qui doivent être remplies directement parce qu'ils ne sont pas disponibles autrement.
L'étude a débuté en 2020, mais avec la pandémie qui débutait, puis les agences qui devaient s'adapter à ce nouveau contexte-là, on a eu de la difficulté vraiment à mettre en branle le projet, qui a officiellement pu débuter l'été dernier. Puis récemment, on a fait quelques analyses préliminaires avec les données de la saison 2021 de la SOPFEU. Ici, dans le tableau, on résume un petit peu la productivité pour chacune des tâches, puis j'apporte votre attention sur la dernière colonne qui est la productivité médiane. Puis on remarque qu'il y a une diminution de la productivité entre l'installation de la motopompe puis la maîtrise. Puis ça, c'est ce qui était attendu, évidemment, parce qu'à l'étape de maîtrise, c'est l'étape où on doit être le plus minutieux, travailler, plus prendre notre temps, alors que l'installation de la motopompe, là, donc monter l'eau au feu, ben, essentiellement, on installe du boyau pour se rendre au feu. Donc, c'est une étape qui devrait aller plus vite, puis c'est représenté par les données. Fait que ça nous donne quand même passablement de confiance là, sur la méthode là, ou la méthode qui est utilisée pour capter la productivité des pompiers forestiers. On a fait des analyses assez simples pour le moment là, pour voir est-ce que les tendances qu'on observait dans les données étaient concluantes pour l'instant, puis qui nous donnaient l'indication qu'on devrait poursuivre le projet. Donc, pour la tâche 1, on a un modèle donc, vous allez voir, là, les R carrés sont présentés, là, le pourcentage d'explication des modèles sont assez bas, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les relations qu'on observe sont dans le sens qu'on l'espère, ce qui est très intéressant pour la suite des choses. Donc, au niveau des groupes des combustibles, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation de la productivité. Plus on est dans des milieux où c'est facile d'avancer en forêt. Puis, on remarque aussi qu'il y a une productivité qui est plus grande avant le 1er juin, qu'on attribuerait probablement à l'effet du débourrement de la végétation. Donc, avant le débourrement de la végétation, c'est probablement plus facile de progresser en forêt. Pour ce qui est de la tâche 2, donc de l'attaque initiale, il y a encore un effet des groupes de combustible, mais le patron de l'effet est un peu mitigé à ce stade-ci. L'autre variable qui est intéressante, par contre, c'est l'indice d'irrégularité du relief, donc qui nous indique à quel point le relief en forêt est irrégulier, donc qui pourrait être indicatif d'une difficulté de progression en forêt. Puis on voit justement que cet indice-là, plus il est élevé, donc plus il y a du relief, moins on est productif. En fait, on voit avec la courbe là, qui est présentée sur le graphique. Puis au niveau de la troisième tâche, au niveau de la maîtrise, on voit qu'il semble avoir un effet de la superficie de l'incendie lors de l'attaque initiale. Puis encore une fois, un impact de l'irrégularité du relief qui est similaire à ce qu'on a vu, mais dont l'effet est moins grand. Puis c'est probablement logique là, parce qu'à la tâche 2, ben, on tape la trail, comme on dit, on établit la ligne avec le boyau. Puis à la tâche 3, on revient souvent sur nos pas sur le même sentier. Donc le relief risque d'avoir un petit peu moins d'impact que lors de l'attaque initiale. Pour la suite de ce projet-là, ben, c'est de poursuivre la collecte des données pendant quelques saisons pour chacune des provinces. Là, vraiment, la force de cette étude-là va provenir de la quantité de données qu'on va avoir. On va poursuivre les analyses, puis on espère que le modèle va nous permettre de mieux estimer le besoin en ressources pour infodonnées ou encore les chances de succès. Dans le même esprit, une autre étude dont je voulais vous parler brièvement, qui est vraiment plus menée par des collègues au niveau de la province en Ontario, mais aussi au niveau du Bureau des services canadiens des forêts, notre centre de foresterie des Grands Lacs. Je suis impliqué quand même dans le projet, là, mais c'est vraiment pas moi qui pilote le projet. Puis c'est un projet sur l'efficacité des avions citernes. Les avions, on sait que c'est un outil qui est vraiment efficace, qui est capable de travailler dans des conditions d'intensité beaucoup plus élevées que les pompiers forestiers. Mais c'est un outil qui est très coûteux, puis c'est une ressource qui est beaucoup plus limitée que les pompiers. C'est donc vraiment critique d'optimiser leur utilisation, mais aussi de connaître leur efficacité dans différents contextes. La problématique est que les informations disponibles pour ça sont tout simplement pas disponibles. En fait, on connaît très peu sur l'efficacité des types d'avions citernes, puis la comparaison entre les différents types aussi est difficile à faire parce que les méthodologies qui ont été utilisées jusqu'à maintenant sont incompatibles. Il n'y a donc pas de modèle qui quantifie l'effet de l'eau sur la réduction de l'intensité des feux non plus.
Puis ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'outils d'aide à la décision pour supporter l'utilisation et la priorisation des avions systèmes. C'est pour l'instant basé vraiment sur l'expérience du personnel. L'objectif du projet, c'est de quantifier l'efficacité opérationnelle des avions citernes en tenant compte de facteurs comme l'intensité du feu, le type de couvert, est-ce que c'est ouvert ou fermé, les caractéristiques des différents aéronefs, la vitesse, le temps entre les largages ou le temps d'écopage, la quantité d'eau qui est livrée lors d'un largage. Puis, où on en est rendu présentement dans le projet, on se concentre sur l'eau, mais on prévoit inclure l'effet de mousse ou de surfactant. Puis, au niveau des aéronefs ou des types d'avions, on a regardé l'effet des CL415 et les 215, les avions qu'on a ici au Québec qui sont répandus au Canada, mais aussi partout dans le monde. On a regardé les ATF 802, les Twin Otter, puis en gras, ce qu'on a, c'est des hélicoptères aussi qui ont été regardés. On a établi un schéma pour pouvoir évaluer l'efficacité des avions systèmes. Dans un premier temps, ce qu'on regarde, c'est les facteurs liés à l'aéronef comme tel, le type d'avion, comme je disais, le temps entre les largages, la configuration des portes qui servent à larguer l'eau. On regarde aussi les facteurs environnementaux comme le type de couvert. Ça nous permet de déterminer l'étendue et la concentration en eau de l'empreinte du largage. Puis ensuite, on met ça en relation avec les facteurs liés au feu comme tel, l'intensité du feu, la propagation, la vitesse de propagation, la profondeur du front de flamme, puis aussi en lien avec les tactiques de combat qui sont utilisées. Puis on met ça dans un modèle qui a été développé par nos partenaires dans ce projet-là, qui est un modèle énergétique qui met en relation l'énergie du feu à l'énergie de l'absorption, plutôt au potentiel d'absorption de l'eau qui est livrée lors des largages. Puis, ça nous donne une information au niveau de l'efficacité opérationnelle des différents avions. Pour caractériser l'empreinte des largages en milieu ouvert, ce qui est fait traditionnellement, c'est de regarder l'eau qui est tombée au sol dans des gobelets. Il y a donc une grille de gobelets qui est installée au sol. Puis l'eau, après un largage, est récoltée et mesurée. Puis ensuite, on interpole le largage entre les différentes mesures des gobelets. Ça demande évidemment beaucoup de travail. Il y a un manque de précision. Il y a de l'eau qui peut, quand elle est larguée assez fortement dans les gobelets, elle peut éclabousser. Donc, on a une mesure qui est moins précise. Donc, il y a une nouvelle méthode qui a été développée par l'étude en utilisant des caméras infrarouges. Puis, il y a 160 largages de différents avions qui ont été faits à l'aéroport de Dryden, en Ontario, entre 2017 et 2019. De manière un petit peu plus concrète, à quoi ça ressemble avec la caméra infrarouge? Ce qui est fait, vous allez voir là, ici, on voit l'avion qui arrive tranquillement, qui va effectuer un largage. Avec l'image infrarouge, on voit l'étendue du largage. Ensuite, on établit une carte de refroidissement différentielle à partir de cette information-là pour définir ce qu'on appelle l'empreinte du largage, soit la carte de concentration d'eau larguée. On a fait le même genre d'exercice en milieu qu'on dit fermé, donc dans un peuplement de pain gris de type de combustible C3 pour ceux qui sont plus familiers avec la méthode canadienne. Puis c'est vraiment de mesurer l'effet d'interception de la canopée là, en milieu forestier. Ça nous donne une évaluation du changement dans l'étendue de l'empreinte d'eau entre un milieu ouvert et un milieu fermé. Ça, malheureusement, il faut le faire encore avec des gobelets parce que la caméra n'arrive pas à capter en forêt. Puis, ça nous permet justement de mesurer la quantité d'eau qui arrive au sol et d'interpoler les résultats. Avec ces différentes tactiques-là ou méthodes, plutôt, on a défini l'empreinte de largage. Puis ici, je vous montre des exemples là, pour 3 appareils, 3 aéronefs. On a le CL415, le 215, qui sont les appareils les plus utilisés au Québec. Puis on a ici le 802. Je vous ai mis des petites images là, pour que vous ayez une meilleure idée de c'est quoi ces appareils-là comme tels. Donc, la première rangée en haut, on a l'exemple d'empreinte en milieu ouvert, puis en bas, en milieu fermé. Donc, on voit
L'échelle, c'est la même là, pour les mêmes aéronefs. Puis, on voit qu'il y a évidemment une réduction de l'empreinte en milieu fermé due à l'interception faite par la canopée. Ici, c'est un petit peu plus difficile de voir avec l'échelle, mais si on regarde les chiffres sur le tableau, on voit qu'évidemment, l'ATF 802, par exemple, a une empreinte de largage qui est beaucoup plus petite et assez diffuse et une quantité d'eau moins élevée qu'on voit plus c'est bleu foncé, plus il y a une épaisseur d'eau ou une concentration d'eau qui est élevée. Puis, ça permet aussi de voir là, ce qui est connu dans le domaine depuis bien des années, c'est que le CL215 est capable de mettre une concentration d'eau plus élevée à un même endroit, alors que le 415 diffuse plus son largage sur un grand étendue. Cette information-là est par la suite mise en relation avec le contenu en énergie du feu dans le modèle énergétique. Ici, je n'entre pas dans le détail, c'est vraiment juste pour illustrer que le potentiel d'absorption énergétique de l'eau est mis en relation avec l'énergie du feu. Ça nous permet de quantifier divers éléments qu'on a essayé de résumer dans des chartes là, que je vous présente ici. Puis, on ne regardera pas tous les chiffres dans le détail, mais je veux juste illustrer le genre d'informations qu'on est capable d'obtenir à partir de ce modèle-là. Puis dans le bas, là, il y a un avertissement en rouge. C'est vraiment que les chartes qui sont là, c'est des exemples. Puis les résultats c'est pas les résultats finaux là, qui sont dans les chartes. Donc, en premier, on regarde la charte pour le CL415. Ces différentes colonnes-là représentent les diverses intensités du feu. Donc ici, vraiment, l'intensité la plus basse, IC1, à IC6, qui est la plus élevée. On a ensuite le temps entre les largages. Donc ici, on dit que ça prend 1 minute entre chaque largage, qui fait en sorte qu'on aura 60 largages à l'heure. Au bas de la charte, on a une indication de la longueur, plutôt de la dimension de l'empreinte du largage qui est efficace pour chacune des intensités. Donc ici, pour le 415, on voit que le largage, dans une intensité très basse, a une efficacité de 160 mètres de longueur, alors que cette empreinte-là est réduite en termes d'efficacité lorsque l'intensité augmente. On peut comparer donc à partir de ces chartes-là des aéronefs qui sont différents. Ici, j'ai mis en relation le 802 qu'on vient de parler sur la diapo précédente. Ça nous permet rapidement de voir les différences en termes d'efficacité. Puis ici, on voit par exemple que le 802 est efficace au maximum à l'intensité 3 si le rythme entre les largages est très élevé. Alors que pour le CL415, on peut se rendre à une intensité de classe 4. Puis les chiffres là, que vous voyez dans chacune des cases ici, par exemple, 2700, ça représente 2700 mètres de bordure qui peut être travaillé si on arrive à faire un largage aux 2 minutes pendant 1 heure. Ça veut dire 2,7 km. Donc, à partir de ce modèle-là, puis à partir de l'information qu'on récupère, ben, on est capable de déterminer quelle longueur de périmètre il est possible de contenir lors d'une attaque initiale avec des avions citernes, selon le type d'avion, puis selon le comportement de feu qui est observé ou prédit. Ce qui est à venir dans ce projet-là, ben, c'est de calibrer le modèle énergétique à partir d'observations sur des feux réels. Puis, on prévoit une sortie d'un premier guide là, qui aura des chartes un peu comme je viens de vous le montrer au courant de l'année, on l'espère. Maintenant, j'ai une étude qui nous sort un petit peu du contexte de l'efficacité des moyens de suppression, mais qui s'intègre aussi évidemment dans la gestion des feux, dans la gestion d'urgence, qui nous permet de modéliser l'impact des incendies de forêt en zone périurbaine. On sait, ces dernières années, il y a eu plusieurs communautés qui ont été affectées directement par des incendies. On peut penser à Fort McMurray en Alberta en 2016 ou à Lytton au BC en 2021. Il est donc nécessaire de mieux identifier les secteurs qui sont menacés lors d'un incendie de forêt pour mieux planifier les actions qui sont prises, soit les activités de suppression comme telles, mieux supporter les décisions au niveau des évacuations qui doivent être faites, puis aussi, dans une perspective à plus long terme, ben, d'adapter les communautés ou d'avoir des mesures de mitigation pour réduire le risque
pour les communautés qui sont en zone périurbaine. L'objectif, c'est d'établir un cadre conceptuel pour l'évaluation d'impact des incendies de forêt aux bâtiments résidentiels en zone périurbaine, comme je l'expliquais. Puis, dans un deuxième temps, de définir des modèles de vulnérabilité des bâtiments résidentiels afin de prédire un taux de perte en pourcentage en lien avec le passage d'un incendie de forêt en fonction de l'intensité du feu et de sa distance par rapport aux infrastructures. Donc, dans un premier temps, pour ces modèles-là, on a développé des modèles empiriques qui sont basés sur des données qu'on a obtenues dans la littérature, soit des observations qui ont été faites pour des feux en Californie et en Australie. On a deux modèles. Un qui est pour ce qu'on appelle la zone périurbaine intermixte, donc vraiment où on a des bâtiments qui sont isolés en forêt, où la végétation se mélange à travers les bâtiments et la végétation est très près des bâtiments. Puis on a un deuxième modèle qui est pour les zones périurbaines de type interface, donc où la végétation, la forêt se rend jusqu'à la limite d'une communauté, mais n'entre pas vraiment au sein de la communauté. Puis l'idée à travers ces modèles-là, c'est vraiment, c'est relativement simple en fait, c'est que plus on est proche du feu, puis plus son intensité est élevée, plus les chances que notre bâtiment brûle sont élevées. Donc, le premier modèle, c'est vraiment un taux de perte en fonction de l'intensité du feu. Les points en gris, c'est vraiment les données qui ont été obtenues à partir de la littérature. Donc, on voit que plus l'intensité du feu est élevée, plus le risque de perte ou que le bâtiment brûle est élevé. Notre deuxième modèle, lui, présente un taux de perte normalisé. C'est donc un facteur de réduction qui s'applique au premier modèle en fonction de la distance à la bordure du feu. Si on prend un exemple ici où, par exemple, on aurait un feu qui s'approcherait de notre communauté à environ 7000 kW par mètre, on pourrait estimer un taux de perte d'environ 100%, mais si notre résidence, par exemple, se trouve à environ 300 mètres de la bordure du feu, on a ici un taux de perte normalisé de 0,2, un facteur de 0,2 qu'on applique au facteur qu'on a déterminé avec le premier modèle, ce qui nous donne un taux de perte de 20% qui est estimé pour le bâtiment en question. Une fois qu'on a ces modèles-là, on peut les intégrer dans le cadre conceptuel qu'on a développé pour l'évaluation d'impact. Le cadre commence par le modèle de l'aléa, donc vraiment la modélisation de feu qu'on fait à partir de la méthode canadienne dans notre cas, ou à partir d'un outil comme FireRock qu'on est en train de développer. Puis, on doit avoir un inventaire des bâtiments pour la communauté. Tout ça là, est spatialisé à travers une grille de type raster au 100 mètres là, dans le cas de notre projet. En mettant ces données-là en relation, on obtient ce qu'on appelle le modèle d'exposition qui va nous donner des indications. Puis là, ici, dans tout ce qui est noir et gris, c'est les pixels qui représentent la communauté ici en bas. Ça nous donne une indication à quel moment les différents pixels contenant des bâtiments seront exposés au feu, puis quelle sera l'intensité du feu à ce moment-là, et aussi la distance à la bordure du feu. On peut ensuite appliquer les équations de vulnérabilité des bâtiments qu'on a établies pour obtenir une simulation de l'impact. Exemple, une perte moyenne en pourcentage pour la communauté. On s'attend d'être capable de livrer des résultats qui ressemblent un peu à ça. Ici, où on a fait deux simulations pour une même communauté. Ici, là, encore une fois, c'est la même communauté qu'on voyait précédemment. Donc, chaque pixel de ton de blanc à noir là, représente des pixels où il y a des bâtiments. Puis, on a fait deux simulations de feu avec les mêmes conditions météo. Donc, une simulation ici avec le point d'ignition au sud-ouest, puis une autre au sud-est. Puis ça nous a donné deux scénarios, scénario A et B, avec des résultats différents lorsqu'on a appliqué le modèle. On voit donc comme indicateur d'impact qu'on pourrait extraire de ces modèles-là, on a le nombre de bâtiments exposés. Par bâtiment exposé, on parle des bâtiments qui sont en dedans de 500 mètres de distance de la bordure du feu. Donc, dans le scénario A, on en avait moins que le scénario B. Nombre de bâtiments perdus. Aussi, on a une différence
par rapport aux deux simulations. On a un taux de perte moyen pour les bâtiments qui ont été exposés, soit 21-34 %, puis un taux de perte moyen pour l'ensemble de la communauté qu'on peut extraire. Puis, ben, on a ces statistiques-là qui sont disponibles, mais on a aussi une visualisation spatiale là, qui peut être faite comme on voit à l'image. Ce qui est à venir dans ce projet-là, ben, c'est une publication là, qui est en cours, là, qui est au stade de révision pour le Fire Safety Journal, qui présente ce que je viens de vous montrer dans les dernières diapos. On prévoit au courant de l'année ou des 2 prochaines années le développement d'un module qui va intégrer notre cadre conceptuel là, pour automatiser les étapes entre les intrants et les sorties du modèle, donc les facteurs d'impact. Puis, on prévoit aussi une amélioration des modèles avec des données canadiennes et plus de variabilité en fonction des matériaux de construction, par exemple, des bâtiments. Ça, c'est des travaux qui sont menés par l'École des technologies supérieures et qui sont financés par le SCF. Maintenant, ici, je veux vous présenter un diagramme là, de la structure actuelle de FireRock, juste pour que vous ayez une image de comment ce que je viens de vous présenter peut s'intégrer à travers cet outil-là. Donc, j'apporte votre attention premièrement à la légende ici en bas. Donc, en bleu, on a les intrants nécessaires au modèle. On a les modèles en orange au centre. Puis, on a les sorties du modèle en vert. Puis, au fil de l'animation, vous allez voir ce qui est prévu pour la phase 2 de FireRock. On a donc un nouveau financement qui nous vient toujours de la Défense nationale qui débutera à partir d'avril pour 2 prochaines années. Puis, ce que vous verrez en gris, c'est ce qu'on aimerait intégrer dans le futur, si le financement nous le permet. Donc, FireRock est vraiment l'outil au cœur de toute cette intégration-là, puis ça passe à travers un outil comme PSAS là, pour la modélisation de la croissance des flux. Ce qu'on a présentement dans le diagramme, c'est vraiment l'état actuel là, de FireRock. Donc, on a les combustibles comme intrants, la topo, la prévision météo, les points d'allumage, puis une certaine partie des valeurs des infrastructures à risque. Puis, on récupère les périmètres d'incendie prévus, puis les distances entre le feu et les infrastructures. Ce qu'on aimerait améliorer dans les prochaines années, c'est évidemment la couche des valeurs des infrastructures à l'échelle nationale. Ici, Torchlight, qui est un produit qui est disponible à travers le Service canadien des forêts lors d'incidents majeurs de feu qui menacent des infrastructures ou des communautés. Ça représente un peu des contours de feu actifs qui pourraient être utilisés pour les simulations de feu. On a évidemment le modèle d'impact au bâtiment résidentiel que je viens de vous parler, avec le module qu'on veut développer, qui se retrouverait ici, auquel on intégrerait une meilleure information au niveau des structures, puis en fait, des couches de structures de bâtiments résidentiels. Ça va nous permettre d'avoir juste ici une notion de perte en pourcentage des structures résidentielles qui seraient spatialisées. On veut intégrer aussi le modèle d'efficacité des avions citernes pour pouvoir spatialiser leur efficacité selon divers incidents, divers feux. Dans le futur, on aimerait, là, une fois que notre modèle de productivité des équipes terrestres sera bien établi, on aimerait l'intégrer à la plateforme aussi. Puis, il y a l'aspect de la météo historique qui pourrait être intéressant pour faire des simulations à partir de situations historiques, puis faire des comparatifs. Puis, il y a ce qui s'en vient avec ce qu'on appelle maintenant la mission garde-feu, ou pour ceux qui se connaissent un peu plus, la mission WildFireSat, qui est une mission satellite canadienne qui vise vraiment à suivre les incendies de forêt au Canada. Puis, à travers la télédétection qui sera faite, il va y avoir différents produits et modèles qui vont nous informer au niveau, par exemple, de l'intensité des feux. Puis ça pourrait être intégré dans notre plateforme. J'ai un dernier projet qui sort vraiment du contexte de la suppression des feux, mais qui s'intègre plus au niveau de la réhabilitation des sites ou de la restauration ou de l'aménagement après feu plutôt, qui vise à prévoir les dommages relatifs aux galeries de Longicorne après feu. L'objectif, c'est vraiment dans un cadre de récupération après feu, de réduire les pertes économiques reliées aux galeries de Longicorne. On peut le voir sur l'image, les dommages que ça peut avoir
les galeries de longicornes sur là, ici, c'est pas un 2x4, c'est juste une tranche dans une bûche, mais on peut s'imaginer ce que ça aurait l'air sur du 2x4, par exemple. Puis à titre informatif, la rondelle ici, c'est un arbre d'environ une vingtaine de centimètres de diamètre. Puis la galerie qu'on voit, c'est une galerie qui a été faite par des longicornes qui a été captée au mois de septembre, si je ne me trompe pas, pour des feux de la même année. Donc la progression de cet insecte-là dans le bois est assez rapide. Ce qu'on veut faire, c'est de développer un modèle de prévision de la densité des attaques de longicornes dans l'épinette noire et dans le pin gris, qui est facilement utilisable par les aménagistes forestiers parce qu'on utilise des variables qui sont facilement faciles à acquérir, comme la surface terrière, l'essence dominante, le diamètre des tiges et la sévérité du feu. Parce qu'on le sait, quand il y a un feu qui a cours dans le paysage, ben, ce avec quoi on a à travailler après, ben, c'est un paysage qui ressemble à l'image qu'on a là. Puis vraiment, ce qui différencie un site d'un autre, là, à part la composante forestière de base, ben, c'est vraiment la sévérité du feu. La sévérité, ça représente le degré auquel l'écosystème a changé par le feu. Puis, il y a moyen d'avoir une caractérisation de la sévérité du feu à partir de la télédétection avec des images satellites comme Landsat ou Sentinel à travers un indice qui s'appelle Difference Normalized Burn Ratio qui a été développé par les Américains. Ce qui est intéressant avec la télédétection pour la sévérité des feux, ben, c'est qu'on peut non seulement quantifier la sévérité en différentes classes, comme on peut le voir là sur l'image, avec des classes basses, modérées ou élevées, mais plutôt de considérer l'étendue de la sévérité comme un gradient continu qui représente probablement plus la réalité pour les différentes composantes de l'écosystème, comme les longicornes. Puis on s'attend dans ce cas-ci, pour les longicornes, que les conditions de site ou les conditions d'habitat à l'intérieur des tiges soient plus favorables au milieu de la sévérité, au milieu du gradient de sévérité. Parce que plus le gradient est bas, plutôt plus la sévérité est faible, plus les arbres ont des conditions qui s'approchent de la forêt verte, donc qui sont défavorables pour un insecte comme le longicorne. Puis plus les conditions de sévérité sont élevées, ben en fait, plus les arbres sont dégradés, plus le cambium est dégradé et on s'attend à ce que ce soit moins favorable pour le longicorne. Pour échantillonner les dommages, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné 5 brûlis de 2010 en forêt boréale mixte du Québec, dans la région de Latuc. C'est donc 60 sites brûlés qui ont été établis à travers l'épinette noire et le pin gris, dans lesquels on a écorcé 420 arbres pour dénombrer les trous d'entrée de longicorne. Puis les trous d'entrée, on les voit ici, sont très caractéristiques, sont faciles à identifier sur le terrain. Ça a été fait, ici, là, le tableau représente le cycle de vie du longicorne, mais ça a été fait le dénombrement des trous au mois d'août 2011, soit un peu plus d'un an après les feux de 2010. Comme ça, on s'assurait que l'ensemble de la population là, qui allait affecter ces sites-là allait avoir créé des dommages déjà. Puis ici, je fais juste souligner là, ce que je mentionnais plus tôt, c'est que déjà au mois d'août de l'année même du feu, les dommages commencent là, dans les arbres parce que c'est les larves de stade 3 et 4 qui entrent dans le cambium, plutôt dans le xylème. Puis ça se fait déjà là, à la mi-août, généralement. Donc, au niveau des résultats, les variables qui sont sorties importantes, c'est l'essence. Donc, il y a une différence entre le pin gris et l'épinette noire, puis les diamètres des tiges aussi, et la sévérité du feu qui est sortie de manière très importante. Ici, j'ai un tableau qui résume ces résultats-là. Le modèle a été fait en 2 temps. On a premièrement modélisé la présence et l'absence de dommages. Puis, une fois qu'on avait de la présence, on modélisait la densité de ces dommages-là. La sévérité du feu est sortie, comme je disais, là, comme un facteur important, mais aussi la sévérité du feu au carré ici, qui est un facteur quadratique là, qui nous permet de voir qu'il y a effectivement un effet de cloche comme on l'anticipait. Puis, il y a des interactions là, entre la sévérité, les essences, puis le diamètre des tiges. Et on met ces résultats-là ici de manière graphique
On voit mal les axes, là, mais je vais juste vous les nommer verbalement par la suite. Dans un premier temps, la première ligne des images que vous allez voir représente les résultats pour l'épinette noire, puis en bas pour le pain gris. Sur l'axe vertical, ce qu'on a, c'est les chances de trouver des trous. Sur cet axe-ci, c'est la sévérité du feu. Donc, on voit vraiment là, pour l'épinette noire l'effet de cloche qu'on anticipait. Puis, dans l'autre axe, c'est le diamètre des tiges. Puis, les images que je viens de vous faire apparaître, c'est juste une vue alternative du même graphique là, où on présente plutôt dans le bas. Ici, c'est le DHP, là, le diamètre, et la sévérité qui est ici. Maintenant, au niveau de la densité des trous en termes de nombre par mètre carré sur la surface des tiges, on voit qu'il y a vraiment, dans le fond, la densité est dans l'axe vertical ici. C'est le même principe, là, les vues alternées avec ici la sévérité du feu. On voit encore une fois que chez l'épinette noire, plutôt, on a un effet de cloche. Donc, au milieu du gradient de sévérité, c'est là où on retrouve le plus de dommages. Puis, chez le pain gris, on a plus de chances de trouver des dommages lorsque la sévérité est élevée, puis que les tiges sont grosses. Mais une fois qu'on a des dommages, la densité de ces dommages-là est assez stable à travers le gradient de sévérité et de diamètre. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est que la densité de trous est beaucoup plus élevée chez l'épinette noire que chez le pain gris. Donc, ces travaux-là sont vraiment en support aux plans spéciaux de récupération. On a un article qui a été publié en avril 2020. Puis déjà, en septembre 2020, suite au feu de chute des passes à l'été 2020, il y a une demande de groupe Remabec qui nous a contactés pour qu'on leur fasse une cartographie des dommages anticipés reliés aux longicornes. Ça a été fait évidemment en collaboration avec la DPF. Puis en 2021, le besoin a été renouvelé avec certains feux qu'on a eus en cours de saison. On en a profité pour passer le flambeau à la DPF, qui ont produit ces cartes-là pour l'été dernier. C'est vraiment une belle collaboration qu'on a avec l'équipe de la DPF, là, avec Mylène Baudouin puis François Hébert. Je vous ramène pour conclure la présentation sur les grandes activités de la gestion des incendies, puis comment les différents travaux que je vous ai présentés aujourd'hui peuvent supporter ces activités-là, en fait. Donc, on a l'impact des changements climatiques sur la charge des équipes de combat qui ont un impact au niveau de la prévention puis des activités de présuppression. FireRock, c'est vraiment un outil qui est dirigé plus vers la suppression des incendies, mais qui a quand même un certain impact au niveau de la préparation, de la présuppression. Même principe pour l'étude sur la productivité des équipes terrestres et des avions citernes. On a aussi la modélisation de l'impact en zone périurbaine qui touche principalement la prévention et la suppression. Puis finalement, ce qu'on vient de parler au niveau des dommages de longicorne, qui est vraiment l'aspect du rétablissement après feu. Donc, merci. Ça conclut ma présentation là-dessus. Alors, merci, Jonathan. Ça fait plaisir. Alors, comment procéder? Mon nom est Pierre Godbout et j'animerai la période de questions. Donc, vous pouvez maintenant tous activer votre vidéo si vous le désirez. Si vous désirez obtenir une attestation de formation continue, notamment en lien avec le règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers du Québec, l'unique façon est de compléter l'attestation de participation avec le lien URL et le code d'activité que vous trouverez dans le chat sous peu. Alors, comment procéder pour poser une question? Vous pouvez poser votre question dans la langue officielle de votre choix avec le micro de l'ordinateur en cliquant à droite de votre nom dans la liste des participants et sélectionnez l'icône main levée. Lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à enlever votre mode de sourdine en cliquant sur l'icône micro. Après avoir posé votre question, s'il vous plaît, vous remettre en mode de sourdine. Sinon, je le...
Nous souhaitons que vous vous posiez une question à la fois, autant pour donner la chance aux conférenciers de bien répondre à votre question et de laisser la chance également à tous de poser leurs questions. Alors, si vous préférez poser votre question par écrit, utilisez la boîte de chat, sélectionnez à tous mes contacts et sélectionnez l'icône en forme de bulle en bas à droite pour l'activer si la boîte de chat, si ce n'est pas déjà fait. Dans les deux cas, que ce soit par écrit ou verbalement, on vous demande de vous identifier clairement en donnant votre nom et l'organisation que vous représentez. Que la période de questions est commencée et je vais aller voir dans le chat les mains levées s'il y en a et je vais effectuer également coller votre information dans le bas chat. Alors, je ne vois pas présentement de questions dans la liste des participants. Et je vais revenir en arrière pour boîte de chat, assurer qu'il n'y a pas de questions. Bon. C'était une présentation qui était claire et limpide. Moi, j'en ai une question. Jonathan, lors de la simulation, ce qu'on a vu, le largage et la projection du largage, on voit, mettons, que pour CL415, il y avait peut-être plus d'eau, tout ça. Est-ce que vous avez fait le test pour plusieurs largages? J'imagine que oui. Oui, exact. Ça a été fait pour plusieurs largages par type d'avion citerne. Ce qui est montré sur les images que j'ai montrées, c'était comme on va dire, des beaux exemples là, qui étaient bien captés par l'imagerie ou même, surtout pour les sites où ça a été largué en forêt, c'était difficile pour les pilotes de bien viser la zone d'intérêt. Donc, ceux-là sont plus mitigés un petit peu, les résultats. Fait que d'avoir des belles images, c'est plus difficile. Là, mais oui, ça a été fait pour plusieurs largages. Là. Je pense qu'on a 5-6 types d'avions citernes, mais on a à peu près 160 largages là, qui ont été captés. Donc, on a une bonne variabilité. Puis à travers ça, je vous ai juste parlé de l'eau aujourd'hui, mais il y a eu des largages avec de la mousse puis d'autres surfactants aussi. Ok, merci. J'ai vu une main levée, mais qui semble avoir disparu. OK. On a une question dans le chat. Alors, de Dominique Aubé. Est-ce que la littérature mentionne des moyens pour les communautés d'accroître leur niveau de résilience en mettant en œuvre des mesures d'adaptation permettant de réduire les risques d'incendie de forêt sur les infrastructures municipales? Ben, ce qui est disponible, c'est vraiment toute la série Fire Smart ou en français Intellifeu là, qui guide vraiment des manières d'aménager premièrement d'adapter son bâtiment, puis ensuite d'aménager l'environnement autour de notre bâtiment et de notre communauté pour réduire les risques. Spécifiquement pour les bâtiments de type municipaux là, qui sont plus en termes de construction des bâtiments commerciaux. Je ne suis pas certain qu'il y a des éléments spécifiques, mais je sais que le Conseil national de recherche du Canada a publié récemment un guide sur la construction en zone périurbaine. Donc, il y a certainement là de l'information là, qui serait pertinente pour mieux répondre à votre question. Aux gens, lorsqu'ils posent une question, s'il vous plaît, de mettre l'organisation qu'ils représentent.
De Daniel Blais. Y a-t-il des budgets additionnels afin de prévoir les besoins futurs pour de nouveaux avions? Ben ça, c'est un petit peu hors de ma cour, je dirais, comme question. Là, ça, c'est vraiment plus une question budgétaire pour supporter la suppression. Moi, mon domaine est vraiment plus la recherche qui supporte peut-être de mieux répondre à des questions du genre est-ce qu'on a un besoin futur qui change au niveau des avions citernes, par exemple? Est-ce qu'on devrait en acquérir plus? Ça, c'est une question qui peut intéresser le domaine scientifique. Est-ce qu'il y a du budget qui s'en vient pour ça? Ce serait de parler directement avec les instances qui financent ces outils. Dans le chat de Nathalie Chaperon aux communications au Centre de foresterie à Ressources naturelles Canada. Question. Est-ce que les outils nous permettent de prévoir dès maintenant l'été 2022? Doit-on craindre un été aussi dommageable que l'été passé? Ben, personne n'a de boule de cristal pour ça, évidemment, mais on a, au Service canadien des forêts, on a une équipe de météo, de spécialistes là, au niveau de la météo, puis de la climatologie en lien avec les feux, qui est principalement basée à Edmonton. Puis eux produisent une prévision saisonnière pour les feux de forêt à chaque année, puis c'est répété sur une base mensuelle. Puis la première prévision devrait être disponible autour du 1er avril cette année. Donc, pour l'instant, l'équipe travaille à établir cette prévision-là qui va être disponible dans les prochaines semaines, Nathalie. Alors, une autre question dans le chat. Bonjour, Anne Coton-Gagnon du Centre de foresterie des Laurentides, du Service canadien des forêts. Alors, bravo pour ta présentation, Jonathan. Pour ce qui est de l'impact des changements climatiques sur la charge de travail future, si on ne peut pas seulement ajouter des ressources pour combattre des incendies, quelle solution s'offre à nous? Ben, évidemment, ben j'en glissais un mot en début de présentation, c'est beaucoup au niveau de la prévention, si on veut, des mesures de mitigation qui peuvent être faites là, en termes de réduction de risque dans le paysage ou autour des communautés. Puis c'est vraiment à ce niveau-là qu'on peut travailler. Il y a aussi, il y a quand même une composante de feux qui sont déclenchés par l'homme, qui ne sont pas des feux de foudre. Donc, il y a un aspect de prévention qui peut être fait à ce niveau-là. C'est-à-dire, puis c'est déjà quand même fait, puis il y a beaucoup de travail qui est fait déjà, mais d'éviter les situations où on peut mettre le feu lorsque l'assèchement de la forêt est élevé. Ça, c'est une chose, mais sinon, vraiment, c'est de voir dans le paysage comment on peut réduire le risque de manière organisée et efficace à plusieurs échelles, soit à l'échelle de notre infrastructure, mais aussi à l'échelle plus du paysage. Je rappelle aux gens, si jamais ils veulent poser une question verbalement, allez sur votre nom, cliquez à droite et sélectionnez l'icône main levée. Présentement, je ne vois pas. Oui. Bien fait de faire le rappel. Alors, M. Gossiran, je vais vous donner le son. Bon, j'arrête de toucher. Allez-y, M. Gossiran. Stéphane, ton micro est ouvert. Tu peux poser ta question. Je ne sais pas si ça fonctionne. Peut-être ouvrir ta vidéo. Je vais voir s'il y a un problème, si on peut corriger la situation. Salut Stéphane. Oh, ça vient de fermer. Salut, c'est ouvert. Est-ce que tu m'entends? Et nous, on ne t'entend pas. Donc, soit tu rétablis ton micro d'une quelconque façon, parce que je vois qu'il est en vert. Sinon, tu peux poser la question. Ah, On m'entend? yes. Ah, bon, merci. Bravo, Jonathan, pour ta présentation. Dans tes systèmes de simulation, est-ce qu'on pourrait s'en servir? J'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce qu'on pourrait s'en servir pour faire de la prévention? Tu sais, dans d'autres pays, ils font des barrières, des travaux silicones en sous-couvert, tout ça, en France notamment. Puis, ici, chez nous, dans nos fameux PAFIT ou PAFIO,
on n'entend pas parler, on protège nos forêts contre les insectes, là, la tordeuse notamment, en faisant des travaux silicoles, mais au niveau des feux, on ne fait pas grand-chose. Effectivement, je ne suis pas certain que l'outil FireRock comme tel, ce serait le meilleur outil parce que ça permet de simuler des feux, des situations individuelles, de manière individuelle. Pour faire ce genre de travaux-là, ce serait préférable probablement de faire des simulations répétées qui nous donneraient une notion un peu plus probabiliste des effets, mais aussi considérant la climatologie de la région de manière plus globale plutôt que des conditions météo uniques à une journée ou à quelques jours. Mais sinon, la méthode canadienne actuelle avec les types de combustibles et les équations qu'on a nous permettent difficilement de tester l'effet de traitement de combustible. C'est pour ça qu'on travaille à la prochaine génération de la méthode qui va nous permettre de tester l'effet, exemple, de si on élague les branches de peuplement ou si on l'éclaircit, mais à quoi on s'attend comme effet sur le feu. Puis ça va pouvoir mettre en relation. Ben, si j'ouvre le peuplement, ben, ça fait en sorte qu'il y a plus de radiation solaire qui se rendent à l'intérieur qui permet de la sécher, mais aussi une plus grande emprise du vent qui augmente l'assèchement, puis qui entraîne, qui nourrit le feu, en fait. Fait que ça, c'est vraiment des éléments qu'on a de la difficulté à quantifier présentement, puis que les nouveaux modèles vont permettre de mieux le faire. Ailleurs, dans le monde, ils ont des modèles qui sont différents des nôtres, qui sont adaptés à leur végétation, qu'on pourrait difficilement intégrer ici. Mais on peut s'inspirer de leurs approches probablement. Donc, il y a encore d'ouvrages pour vous autres, là, comme chercheurs. Oui, effectivement. Il y a des travaux qui se font un peu plus dans l'Ouest, là, en Alberta. Ils s'intéressent beaucoup plus au traitement de combustible. Ils ont des avancées, mais c'est rien à grande échelle là, pour le moment. OK, ben, merci beaucoup. Alors, on a une autre question dans le chat de Dominique Aubé, qui est à la Ville de Québec. Pour faire du pouce sur la question précédente, peut-être que c'était l'autre. Est-ce que le brûlage dirigé pourrait devenir un moyen de réduire les risques, de réduire les risques pour les collectivités ou éléments sensibles en forêt? Si oui, au Québec, qui aurait le mandat de faire cela? Ben, le brûlage dirigé pourrait être une option pour réduire la charge combustible. Donc, si ce qui va brûler lors du brûlage dirigé, ben, il ne sera pas disponible à brûler lors d'un feu naturel, par exemple. Ça, c'est évident. Ça va réduire la charge combustible, mais ce n'est pas nécessairement le genre de traitement qui pourrait être favorable en région boréale où l'épaisseur de matière organique est très épaisse. Ça pourrait occasionner plus de complexité au niveau du combat, là, juste de l'extinction du brûlage dirigé comme tel. Moi, je l'entrevois moins comme utilité dans le nord, peut-être plus dans le sud. On le voit dans l'ouest, par contre, dans l'ouest canadien, c'est des choses qui se font dans des parcs nationaux pour réduire le risque. Donc, c'est quelque chose qui est envisageable. Puis, sinon, j'ai manqué la suite de la question. Je la vois pas, cette question-là. Un petit peu. Alors, est-ce que le brûlage pourrait devenir un moyen de réduire les risques pour les collectivités ou Oui, éléments sensibles en forêt? qui serait en Si charge? oui, Ben, qui ouais, aurait la charge, le mandat? exact. Ça pourrait effectivement être un outil. Ça pourrait aussi être un outil sylvicole dans divers contextes, là. Mais qui sera en charge? Mais premièrement, de ce que j'en comprends dans la loi, tout ce qui est brûlage, feu doit passer par une acceptation au niveau de la SOPFEU. Mais puis évidemment, eux travaillent en collaboration avec le ministère, là. Fait que présentement, c'est à ce niveau-là que ça se passe. En termes de capacité de réaliser des brûlages dirigés comme tels, je pense pas qu'on ait cette capacité-là au Québec pour l'instant. La SOPFEU est en train de se développer, de s'améliorer en termes de capacité de brûlage, surtout dans une perspective de suppression des feux. Puis sinon, ben, il y a Parc Canada, là, au Parc de la Mauricie, par exemple, qui en font depuis plusieurs années, là. Mais sinon, on n'a pas cette force-là au Québec pour l'instant. J'ai une autre question de M. Gaétan Lemaire, qui a travaillé pendant plus de 40 ans à la SOPFEU. Alors, merci Jonathan, belle présentation. Intéressant de voir que plusieurs des questions que l'on se posait il y a 30 ans commencent à avoir des réponses et des modèles qui aideront à avoir des interventions plus ciblées et appropriées. À vrai dire, ce n'est pas une question, c'est plus un commentaire.
Merci, Gaétan, pour ton commentaire, puis bien content de savoir que tu as pu assister. Alors, Nathalie Chaperon au COM de Ressources naturelles Canada. Question sur les insectes. Est-ce qu'il y a des projets semblables pour d'autres insectes que le longicorne? Après feu, je suis pas certain qu'il y en ait parce que dans le fond, moi, ça, c'est des travaux que j'ai fait lors de mon doctorat là, au laboratoire de Christian Hébert. Puis avec Christian, on s'est intéressé à plusieurs autres insectes. Puis ce qui a été identifié comme insecte qui apportait le plus de dommages au niveau économique, c'était vraiment le longicorne noir principalement. Mais il y a le longicorne du pain gris aussi que je n'ai pas embarqué dans le détail lors de la présentation, là, mais qui est un autre insecte de la même famille qui affecte plus particulièrement le pain gris. Mais sinon, les autres insectes sont vraiment plus étudiés dans une perspective de biodiversité. Ça, c'est d'autres travaux que je n'ai pas présentés aujourd'hui, que j'ai menés après feu, là, mais au sein de l'équipe de Christian, beaucoup de travaux dans cet esprit-là. Mais à ma connaissance, dans les feux de forêt, c'est vraiment ceux-là qui ont le plus d'impact. Donc, il y a peu d'autres insectes qui sont étudiés avec ce genre d'approche-là. Main levée, je vous laisse encore quelques secondes. Dans le chat, on va passer au travers. Donc, ça fait le tour, je crois. Plusieurs remerciements dans la boîte de chat. Donc, OK. Alors, merci Jonathan pour ta présentation, la recherche au service de la gestion des incendies de forêt. En terminant, je vous invite au prochain colloque qui aura lieu jeudi le 17 mars et qui s'intitule « De l'adaptation à la transformation vers des actions plus transformatrices pour notre gestion des ressources naturelles dans le contexte des changements climatiques ». Le conférencier sera Guillaume Peterson Saint-Laurent, conseiller principal en politique à Environnement et Changement climatique Canada. Surveillez également notre fil Twitter et LinkedIn pour en savoir plus. Merci à tous de votre participation et bonne fin de journée. Merci, Jonathan. Merci.